Retour à question d'actualité sur les ondes de la Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. On vous amène aux États-Unis. La campagne électorale là-bas est une histoire pleine de rebondissements inattendus. On se souvient de la tentative d'assassinat de Donald Trump le 13 juillet, puis du retrait surprise de Joe Biden 8 jours plus tard et finalement de l'ascension fulgurante de Kamala Harris comme candidate démocrate. Je vous propose maintenant de nous attarder au cas Biden. Mon invité a publié une réflexion fort pertinente sur le site de Libre Média avec pour titre suggestif « Joe Biden, agent et victime de la propagande médiatique ?» Point d'interrogation. Il s'appelle Philippe Labrec, il est chroniqueur sur plusieurs plateformes dont le magazine Les Affaires et désormais tous les 2 mardis à 12h35 à cette émission Question d'actualité. Bonjour Philippe. Bonjour. On est content de vous retrouver après 3 mois d'été, 3 mois d'autres activités, je veux dire inactivité, ce qui est faux. On s'est occupé à d'autres choses, ce qui est très, très reposant en même temps. J'espère que vous avez eu un bon été. Oui, tout à fait, tranquille. J'ai vagué à mes occupations professionnelles pendant l'été, pris une petite pause en ce qui a trait aux médias et à la rédaction, là, quoique j'en ai fait quand même un peu, là, mais moins qu'à l'habitude. Et donc, rentrer en force, espérons. Alors, écoutez, on pourrait parler de Kamala Harris, on pourrait parler de l'évolution de la campagne électorale états-unienne, mais revenons à un texte que vous avez publié donc sur le site libre-media.com. Vous vous interrogez sur le rôle des médias, sur l'éclairage que les médias ont jeté sur Joe Biden déjà même avant sa présidence, pendant sa présidence et après son retrait. Absolument. Et là, oui, allez-y. Non, allez-y, pardon, excusez. Non, donc, vous jetez un regard assez circonflexe, si ce n'est soupçonneux, sur les biais que les médias induisent dans l'œil de l'auditeur ou du spectateur? Oui, je crois qu'on pourrait dire que le titre... agent des médias, donc en premier lieu, est indicatif et, à mon avis, le bon, dans le sens où je remonte à 2020. Bien sûr, le cycle médiatique qui entourait, de 1, la tentative d'assassinat envers Trump et de 2, le retrait de la course à la présidence de Biden, était relativement serré, si je peux dire. Là, c'était un peu dans la même période. Là, on avait quelques semaines d'écart. J'avais même prédit, j'avais fait une petite vidéo YouTube là, sur la chose, que suite à la tentative d'assassinat de Trump, tentative donc manquée, le Parti démocrate en profiterait pour finaliser, si on veut, ce que j'appelle un putsch là, à l'interne pour se débarrasser de Biden et pour officialiser la candidature de ce qui était probable à l'époque là, déjà, Kamala Harris. Pourquoi? C'était pour prendre contrôle du cycle médiatique. Mais quand je remonte à 2020, je remonte à la campagne présidentielle de 2020, c'est que les signes de déclin cognitif de Biden étaient déjà, à mon avis, mais à l'avis de plusieurs aussi, là, évidents. La preuve, c'est que le Parti démocrate et ses stratèges politiques et électoraux faisaient tout pour protéger Biden. Qu'est-ce que je veux dire par protéger? C'est qu'on l'empêchait de débattre hors un certain cadre bien établi qui protégeait Biden, donc il évitait de déraper ou il évitait de déblatérer de façon incohérente. Donc, on s'assurait de réduire l'exposition, si on peut dire, de Biden, non seulement au public, mais aux médias, hors d'un cadre très serré, très contrôlé par les démocrates, parce qu'on savait, en fait, à l'interne, que Biden n'était pas tout à fait apte, surtout à faire face à quelqu'un d'aussi, j'ai envie de dire, on pourrait dire dynamique, là, mais aussi explosif que Trump. Lors de débats, lors d'échanges qui pourraient être corsés, soyons francs, surtout avec quelqu'un comme Donald Trump. Oui, tout à fait. Mais pardonnez-moi, mais vous dites les médias, je veux bien, mais il y a des médias pro-démocrates qui ont certainement dû jouer ce jeu-là que vous décrivez, Philippe Labrec, mais il y a d'autres médias plus à droite, plus républicains, notamment Fox News, qui auraient dénoncé cette mascarade ou cette dissimulation. Ils l'ont fait un peu, et je vous dirais que les médias alternatifs, là, comme on les nomme, ont joué ce rôle de chien de garde plus que les grands médias qui ont une réputation et une aura de respectabilité journalistique. Là, je pense au New York Times, Washington Post, CNN, MSNBC aux États-Unis. On pourrait dire Radio-Canada aussi. En fait, Radio-Canada n'a pas été tendre envers Trump et a été plutôt... moi, je me rappelle très bien que ce soit Radio-Canada ou les grandes chaînes américaines, on pourrait dire plus de gauche,
Pendant la campagne de 2020, ceux qui déjà disaient, mais attendez, là, peut-être que Biden n'est pas, d'un point de vue cognitif, tout à fait apte à devenir président. On disait, c'est du complotisme. Et moi, je me rappelle que quelques années plus tard, précédemment, lors de la présidence de Trump, là, de 2016 à 2020, il y avait une association de psychologues américains, là, je me rappelle bien, là, puis on parle de dizaines de noms d'universitaires connus, qui avaient signé des lettres dans les grands médias, ceux qu'on a nommés, en disant que Trump était fou allié. En gros, là, je résume, là, j'utilise des mots un peu forts, mais on avait dit, bien sûr, que ces gens-là en étaient venus au diagnostic que Trump n'était pas apte à être à la Maison-Blanche pour des raisons de santé psychologique, de santé mentale qui portaient à la limite de la folie. Et pourtant, ces mêmes gens-là n'ont jamais rien dit de Biden. Ah, oui, mais ce sont deux folies différentes. Biden, c'est en vieillissant, quelquefois, on perd des facultés cognitives, ce qui est le cas de Biden. Donald Trump, et c'est pas un jugement de valeur que je porte, mais c'est un trublion. Il y en a qui l'appellent délinquant, presque au sens psychologique du terme, c'est-à-dire que les conventions, ils s'en fichent éperdument, il fonce, il a une couenne de facochère épaisse, rien ne l'atteint. Ce sont deux pathologies, enfin, si tant est qu'on peut parler de pathologies différentes. Je ne qualifierais pas l'attitude de Trump de pathologique. Je dirais qu'il est atypique et que c'est un populiste en bonne et due forme, si je peux dire, dans le sens où il représente le peuple, si je peux utiliser le mot, contre l'élite. Donc, une définition très de base de ce qu'est le populisme, mais Trump représente ça. Et donc, dans un environnement médiatique et politique où le populisme a à peu près disparu, c'est sûr que celui-ci semble être, permettez-moi l'expression, mais comme un chien dans un jeu de quilles. Et donc, on aurait tendance à dire, mais il est fou. Mais comme Nietzsche disait, la folie est collective et pas individuelle. Donc, c'est peut-être nous qui sommes fous et pas Trump dans ce cas-là. C'est comme dans la tragédie de Shakespeare, Hamlet. C'est tout le château d'Elseneur qui est fou parce que toute l'économie locale est basée sur un mensonge, le parricide, n'est-ce pas? Et Hamlet a vu le fantôme du père qui lui dit la vérité et lui demande de le venger. Alors, Hamlet passe pour fou pour dire la vérité. Tout à fait. Oui, non, c'est un bon exemple aussi. Là. Oui, d'accord. Je pense qu'on est là-dedans. Donc, c'est pour ça que je ne qualifierais pas Trump de tomber dans la pathologie, ni Biden. D'ailleurs, je ne pense pas que Biden est fou. Je crois que le déclin cognitif... Non, exact. Mais le déclin cognitif est réel. Et je crois que, c'est bien sûr une conséquence de l'âge. Là. Malheureusement, ça va tous nous arriver un jour peut-être. Mais c'est rien de personnel contre Biden. Mais dès 2020, on voyait que c'était... Plusieurs disaient en fait que j'allais dire le président, mais la présidente réelle était Kamala Harris, dans le sens où beaucoup de gens se doutaient que Biden ne terminerait pas son mandat. Là, il risque de le terminer, par contre. Là. Mais on voyait que le Parti démocrate avait un peu, à l'interne et avec l'assistance des médias surtout, décidé que Biden allait, à toute fin pratique, gagner les primaires démocrates de 2020, 2019, 2020, avant les élections, et que Kamala Harris, qui, en gros, personne n'a voté pour elle, elle était vice-présidente, mais personne ne vote pour un ou une vice-présidente. Et là, en ce moment, elle a gagné ce qui a été une non-primaire au Parti démocrate. Absolument. Et elle a de très bonnes chances de gagner la présidence aux prochaines élections. Elle a été catapultée, elle a été pistonnée, comme certains diraient, dans la position dans laquelle elle se trouve en ce moment, grâce très, très largement aux médias. Là. Alors justement, ouvrons cette parenthèse Kamala Harris, mais on va revenir à Joe Biden après, le rôle des médias en règle générale. Elle a été interviewée par CNN, qui est un médium, si vous voulez, démocrate. J'imagine que vous l'avez vu, cette entrevue. Elle a été assez... Bon, elle n'a pas été écorchée beaucoup par les journalistes. Je veux dire, elle répondait à des questions tout à fait sages. Et donc, elle a assez bien passé le truc, alors qu'on l'a dit très mauvaise. Très mauvaise dans les entrevues. On dit que son bilan comme procureur de Californie est pas aussi reluisant qu'on le dit, qu'elle a envoyé en tôle, en prison beaucoup de gens pour un oui, pour un non, pour des petits délits comme ça. Son bilan est vraiment pas du tout... elle est intelligente, elle est très forte. C'est mitigé quand même. Ouais. Est-ce que vous diriez aussi que là aussi les médias généraux, établis, respectés, jouent le même jeu? En termes de supporter, d'appuyer sa candidature, non seulement lors des primaires, qui encore une fois n'ont pas vraiment eu lieu au sein du Parti démocrate, et ensuite dans la course présidentielle contre Trump, je dirais que les grands médias que j'ai nommés précédemment, oui.
sont plutôt derrière elle. Est-ce que, par contre, c'est une affinité spécifique en ce qui a trait à Kamala Harris? Je ne sais pas, là, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais c'est clair qu'il y a j'ai envie de dire une connivence, soit un alignement idéologique, appelez ça comme vous voulez, entre ces grands médias qui bénéficiaient d'une aura de respectabilité journalistique, comme j'ai dit, et le Parti démocrate. Et c'est pas... Les gens vont me dire que c'est du complot, là, mais si je peux me permettre rapidement, vous rappellerez que lors de la primaire démocrate menant aux élections de 2016, on avait en gros Hillary Clinton contre Bernie Sanders à l'époque. Oui, Bernie Sanders était en montée fulgurante. Là. Bernie Sanders, qui était à la limite du communisme, il prenait ses vacances en Union soviétique à l'époque, là, juste pour vous rappeler. Mais Bernie Sanders était en montée fulgurante. Et le Parti démocrate clairement favorisait Clinton. Et on a appris par la suite, lorsque certains courriels ont été révélés, que, comme de fait, les stratèges et la structure du Parti démocrate étaient de connivence avec plusieurs personnes au sein des grands médias pour couler Sanders, donc un démocrate. Donc, le parti avait décidé que les primaires, en fait, la démocratie, si on veut, avant même la démocratie, en ce qui a trait, on va voir tous les gens... Au sein du parti, c'était secondaire à ce que le parti voulait. Et j'ai l'impression qu'on traverse une période similaire dans le sens où le parti a décidé que Harris allait prendre le dessus. Je citerai Matthew Gerken, qui est un analyste chez BCA Research à Montréal, une firme en services financiers, qui disait qu'une fois que le Parti démocrate a forcé Biden à abandonner la course, ce ne serait pas surprenant qu'il le force aussi à abandonner la présidence d'ici janvier, ou du moins dans les prochaines semaines, les prochains mois. Parce que qu'est-ce qu'on aurait après? On aurait en gros une présidente, entre guillemets, sortante, Kamala Harris, puisqu'elle deviendrait présidente par défaut, elle étant la vice-présidente, ce qui serait très positif, très en faveur, très avantageux pour sa candidature. Alors, venons-en. Il y a une autre question qui me taraude dans tout ce que vous dites, Philippe Labrec. On parle du rôle des médias bien établis, bien respectés dans le traitement médiatique de la figure de Joe Biden, déjà dès 2020, même un petit peu avant. On se souvient que Biden avait résisté aux pressions des caciques de son parti. Il avait dit haut et fort « Je ne démissionnerai pas, je reste le candidat. » La convention républicaine a lieu et c'est J.D. Vance qui est nommé comme colistier de Trump. À peine nommé ce colistier, on annonce que... à peine, pas dans les secondes, mais quand même assez rapidement... Biden fait volte-face. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu... C'était réglé avec le gars des vues, que Biden devait aboyer son obstination avant la convention républicaine. La convention a lieu... N'oublions pas que Trump avait survécu à un attentat de justesse. Et c'était une divinité presque. Il choisit son colistier. Et donc, la voie était libre ensuite pour faire ce qu'on voulait de Trump, de Biden. Et là, il a viré Kazakh en deux coups de cuillère à peau. Oui, je crois que c'est peut-être un concours de circonstances dans le sens où la convention républicaine n'était peut-être pas aussi pertinente ou avait peut-être pas eu l'influence. C'est pas le coup de grâce qui a mis fin à la candidature de Biden. C'est mon analyse, mais encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je crois que la tentative d'assassinat envers Trump qui a donné une vague de sympathie, tout de même mitigée, hein, on en revient aux médias, mais si vous avez lu, si vous avez jeté un œil aux médias qu'on a mentionnés, le New York Times, blablabla, CNN, Washington Post. C'est ça, oui. Bon, bien sûr, on était contre, mais on n'était pas véhément dans notre dénonciation de l'attentat. Là, et surtout, ces mêmes médias qui ont créé une hystérie pendant toute la présidence de Trump et même par la suite, qui ont maintenu une hystérie, se sont pas vraiment excusés là, d'avoir mis de l'huile sur le feu pendant presque 8 ans, là, ce qui, on ne peut que spéculer ici, là, mais qui a peut-être influencé ou du moins encouragé là, le tireur supposément seul. Oui, Crooks, oui, je me rappelle plus de son nom. Donc, tout ça pour dire que ces médias-là étaient, bon, bien sûr, on voulait apaiser les choses, là, mais ils ne se sont pas particulièrement excusés, ils n'ont pas non plus pris leurs responsabilités, comme on dit. Et je crois que le départ de Biden pouvait résister, même après le débat désastreux, là, où ses capacités cognitives avaient été, disons, mis de l'avant, révélées. Oui, exactement. Je crois qu'il a survécu dans le sens qu'il a résisté longtemps à l'interne, et finalement, le parti a eu sa peau, si je peux dire, à l'interne. C'est pour ça que j'appelle ça un putsch, et que d'autres l'ont appelé aussi un putsch. Je crois que la convention républicaine n'a pas eu un rôle majeur, à mon avis, là. Poussons les questions plus loin. Philippe Labrec, on parle du rôle des médias entourant le personnage Joe Biden, l'éclairage qu'il jetait sur son déclin cognitif ou non, etc. Bon.
Dans votre texte paru dans libre-media.com, d'accès gratuit, vous dites que les médias hystérisent et en fait disent que Trump nuit à la démocratie. Vous soutenez que ces médias-là, respectés, établis, qui ont pignon sur rue, c'est eux qui, en hystérisant et en choisissant certains événements au détriment d'autres, nuisent à la démocratie. Et si on pense cela, n'oublions pas que les médias, c'est le quatrième pouvoir d'une démocratie. Mais si ce quatrième pilier, c'est la fin de tout. C'est préoccupant, oui, tout à fait. Je ne suis pas le premier à dire, par contre. On n'a pas eu à attendre Trump et Biden pour se poser des questions sur le rôle des médias. Chomsky, notamment. Noam Chomsky en a parlé. Ben oui, tout à fait. Donc, ça date. De un, ça date. Oui. Mais dans le contexte actuel, ce qui m'inquiète, c'est la connivence que j'ai mentionnée juste avant. Et l'hystérisation de la société et donc du débat politique par ces mêmes médias fait partie de cette connivence dans le sens où, comme je viens de mentionner, je vais vous donner un exemple. Le soir même de l'élection de Trump en 2016, la victoire surprise contre Hillary Clinton, je me rappelle très bien là, que les MSNBC, le CNN de ce monde, les journalistes, encore une fois, New York Times et autres, on littéralement dit on entre dans la résistance. Comme si les Allemands venaient de prendre Paris, en gros. Là. On parlait d'une résistance. Moi, je me rappelle très bien. Le mot, je cite, la résistance, c'est pas de moi, était de eux. Je pense que c'était Rachel Maddow, j'ai oublié son nom, comment on prononce son nom, mais MSNBC était en larmes à la télévision. Comme si on venait d'élire le plus grand des dictateurs. C'était Genghis Khan là, qui rentrait à la Maison-Blanche. Il faut se poser des questions. Ces gens-là sont entrés dans une hystérie. Je crois eux-mêmes, premièrement, ces médias-là ont intériorisé l'espèce d'esprit de résistance qui était, à mon avis, factice. Et ils l'ont ensuite communiqué pendant 4 ans. Là. On est passé d'un scandale, je peux dire, fabriqué. Rappelez-vous du Russia Gate. On s'est rendu compte que c'était entièrement fabriqué par la FBI par la suite. Okay. Et il s'était passé quoi, là? Bon, en fait, on accusait les Russes de se porter, d'avoir appuyé la candidature de Trump en connaissance de cause. Trump étant en connaissance de cause, puis on s'est rendu compte que c'était tout à fait faux, en gros. Là. C'est que c'était la FBI qui avait manipulé un peu tout ça. Là. Philippe Labrec, il nous reste 3-4 minutes. Dans votre texte sur Joe Biden, agent ou victime des médias, on peut voir sur le site libre-media.com, il y a une sous-section qui s'intitule « Marionnettiste ou marionnette ?» et vous vous posez la question si les médias eux-mêmes tirent les ficelles ou les ficelles sont tirées en amont par un groupe de gens bien intéressés. Oui, il y a 2 théories là, dans mon esprit, si je pourrais vous dire. La première, c'est qu'il y a simplement un alignement idéologique. Donc, pourquoi est-ce que certains médias, dont Fox News, dont les médias, entre guillemets, alternatifs, plus de droite, surtout aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'ils disent à peu près tous la même chose et pourquoi les médias plus à gauche, disons, disent aussi la même chose entre eux? C'est qu'un alignement idéologique naturel. Donc, ces gens-là vont aux mêmes écoles, ont les mêmes cercles sociaux, ont les mêmes amis carrément, vivent aux mêmes endroits. Et donc, finalement, c'est des cercles fermés qui... Et là, la cassette joue en boucle, comme on dit. Absolument. Ça, je crois que c'est naturel. Il n'y a pas de complot derrière. Je crois que les choses, tout ça s'engrange naturellement. Mais, après, il faut qu'on regarde qui détient ces médias-là. Surtout les grands médias, comme je dis, qui bénéficient d'une aura journalistique historique. De neutralité, tout ça. De neutralité. Tu sais, Washington Post et New York Times, je veux dire, c'est l'exemple du grand journalisme. Là. Et celle-là aussi, hein? Celle-là aussi, mais je ne crois pas qu'on puisse les lire de façon naïve en se disant que ces gens-là sont objectifs. Non. Oui, je comprends. Tout comme bien, on ne peut pas regarder Fox News en disant que ces gens-là sont objectifs. Ils ne le sont pas. Je crois que c'est assumé aussi, au moins en partie. Là. D'accord. Et donc, ce que vous dites, c'est qu'il y aurait peut-être d'autres... Alors, ce que vous dites, il y a des intérêts financiers derrière, oui, exactement. Il y a des grandes entreprises qui détiennent ces médias-là, que ce soit en France, au Canada ou aux États-Unis. Il y a une raison pour laquelle l'Empire Bolloré est détesté en France, par certains, là. Qui détient CNews notamment, parce qu'on croit que Bolloré est dans un agenda de droitiste, si on peut dire, qui veut droitiser la France. Même chose aux États-Unis. Hein, je pense que c'est les frères Koch qui... Koch, exact. Qui sont très fortunés, qui détiennent des parties de Fox News. Ça serait à vérifier, j'ai oublié exactement. Mais il y a clairement des gros intérêts financiers derrière tous les grands médias. Et je ne suis pas le premier à le dire, mais il faut se poser des questions. Après, je ne sais pas à quel point ils sont impliqués dans la ligne éditoriale. Comme j'ai dit, je crois que c'est un peu un mélange des deux. Là.
Mais c'est drôle parce que quand vous dites complot, moi je pense conspiration, et conspiration a deux lectures, à deux sens. C'est le sens politique, c'est-à-dire que vous avez une petite minorité qui, elle, agit en secret, et tire les ficelles, et fait des rois et défait des rois. Mais l'autre, conspirer au sens étymologique, cum spirare, on respire ensemble. Donc ce n'est pas un complot dans le conscient, on ne ourdit rien à l'ombre, dans l'obscurité, c'est juste que tout le monde, comme vous disiez dans votre premier cas, tout le monde pense de la même façon parce que tout le monde a été moulé à cette louche idéologique politique. Oui, exactement. Je crois que les deux prennent place en même temps. C'est ça, voilà, oui, tout à fait. Je me rappelle en France, quelqu'un avait cité une statistique à la grande école de journalisme de Lille, là, qui forme une très grande partie des journalistes français. Et c'était en 2012, je crois, lors de l'élection de François Hollande aux présidentielles françaises, 80% des étudiants en journalisme à l'école de journalisme de Lille avaient voté pour l'extrême gauche, les communistes. Donc, on se disait, ces gens-là vont se retrouver un peu partout dans les médias français par la suite. Il y a clairement un alignement idéologique, entre guillemets, naturel ici. Et d'un autre côté, après, il y a des gens comme Bolloré, en France, ou comme certains grands magnats de l'industrie, soit hollywoodienne ou des médias new-yorkais et washingtoniens, si je peux me permettre, qui veulent une certaine ligne éditoriale aussi, là, soyons francs. Donc je pense que les deux prennent place simultanément et s'imbriquent l'un dans l'autre en même temps. Et c'est sur cette parole pleine d'équilibre, Philippe Labrec, qu'on va devoir arrêter cette entrevue. Malheureusement, on pourrait continuer longtemps. On vous retrouve dans 2 semaines? Absolument, avec plaisir. Merci Philippe Labrec. Merci. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, la semaine politique québécoise et canadienne à la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous dit merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.